Survolons la plus petite région de France, l'Alsace. Cette région mesure en effet 190 km de long pour 50 de large. Le Rhin matérialise la frontière avec l'Allemagne, mais l'Alsace possède également une frontière avec la Suisse. C'est la région la plus riche d'Europe en concentration de châteaux forts, pour la plupart aujourd'hui en ruine. Comment parler d'Alsace sans visualiser l'architecture de ses villes et villages, ses façades à colombages, ses toits vernissés, son goût prononcé pour la gastronomie, autant d'images devenues aujourd'hui l'emblème même de la tradition alsacienne. Perdue dans 50 000 hectares de forêt, la chapelle Saint-Léon-Neuf domine. Construite à 20 km au nord-est de Saint-Quirin, sur un énorme bloc de grès, autrement appelé Rocher d'Abo, la chapelle Saint-Léon-Neuf offre un panorama exceptionnel. Dirigeons-nous maintenant vers le couvent Saint-Odile. Nous basculons alors du côté alsacien, dans le Bas-Rhin. Sur la commune d'Autraux, le couvent a été édifié sur une plateforme rocheuse. Sa construction remonte au 7e siècle et tient son nom de la Sainte-Odile qui y vécut il y a 13 siècles. Considéré comme l'un des plus beaux sites des Vosges, son sommet culmine à 764 mètres et plus d'1 million de visiteurs y viennent chaque année, faisant de ce lieu de pèlerinage un des monuments les plus visités de France. Autre grande curiosité des lieux, le mur païen, un mur d'une dizaine de kilomètres faisant le tour du plateau. Cette construction, classée monument historique depuis 1840, a des origines obscures et controversées. Proche de Landsberg, une autre ruine domine la vallée comme un vaisseau fantôme, la forteresse du Haut-Andelot. Ce château fut construit par les Andelot pendant la guerre de 30 ans. Il est situé à 450 mètres d'altitude sur le Silberberg. Le château fut habité jusqu'au début du 19e siècle. Il est difficile de survoler l'Alsace sans voir se dessiner au sol la forme caractéristique des vignes. Les vins d'Alsace proviennent de 7 cépages, avec entre autres le sylvaner, le pinot blanc et noir ou encore le riesling. Sur les premiers contreforts des Vosges, une silhouette s'impose. La ruine du château d'Urtenburg offre un point de vue imprenable sur la plaine d'Alsace. Son architecture présente les traits caractéristiques des châteaux montagnards alsaciens du XIIIe siècle. Nous sommes ici devant un exemple typique de château en chemisée. En effet, le mur d'enceinte alors appelé chemise est très haut et très épais. L'espace qui sépare le donjon de ce dernier est très étroit, réduisant alors l'espace de la cour. Chaussons nos bottes de 7 lieues pour rejoindre le château du Haut-Königsbourg. Il domine également la plaine d'Alsace à plus de 700 mètres d'altitude.
D'abord nommé château Stauffenberg, il prendra le nom de Königsburg, signifiant château royal vers 1192. Il sera détruit en 1462 pour être reconstruit cette fois, enrichi d'un système défensif redoutable. C'est Frédéric le Borgne, devenu duc de Souabe en 1105, qui, afin de renforcer son pouvoir en Alsace, entreprit la construction de nombreux châteaux, dont celui du Haut-Königsbourg. On disait du duc qu'il avait constamment un château accroché à la queue de son cheval. Prenons la direction de Colmar et survolons le village d'Egisheim. Située sur le flanc des collines souvaugiennes, elle porte le titre de berceau du vignoble alsacien. C'est ici qu'est né en l'an 1002 le pape Saint Léon IX. Du ciel, nous pouvons admirer à loisir ces rues qui se déploient en cercles concentriques et rejoignent au centre son château des Comtes. Neuf-Brisach, situé à l'est de Colmar et à 4 km du Rhin, est un site unique en Europe. La ville fut construite en 1699 par Vauban, sur ordre de Louis XIV. Depuis cette date, le site est resté parfaitement intact. On y découvre entre autres l'église royale Saint-Louis, la place d'Armes, les portes de Belfort et de Colmar. La forteresse forme un octogone parfait dans une étoile. Terminons notre périple au-dessus de cette extraordinaire région par sa capitale. Survolons les canaux pour la rejoindre. Strasbourg abrite le Conseil de l'Europe, le Palais des droits de l'homme et le Parlement européen. Elle est la 7e ville de France et possède un riche patrimoine architectural. C'est l'une des rares villes au monde dont le centre entier soit classé patrimoine mondial de l'humanité. Le choix de Strasbourg comme capitale européenne ne s'est pas fait par hasard. Au lendemain du second conflit mondial, c'est un symbole que l'Europe a entrepris de construire. Un symbole de réconciliation et d'espoir. La Bourgogne est constituée de 4 départements, l'Yonne, la Nièvre, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. L'aspect de cette région n'est pas unitaire, on y trouvera des plaines d'effondrement à l'est, des bas plateaux au nord et à l'ouest, au centre des plateaux calcaires et au sud des massifs anciens et des zones accidentées. Ce mur en auxois s'élève sur un méandre de l'Armançon. Construite sur un éperon rocheux, cette cité médiévale avec ses portes et ses maisons anciennes compose un ensemble rare. La collégiale, bâtie en 1225, est un joyau du gothique flamboyant bourguignon.
Dans la cité fortifiée, on contemple la diversité des façades Renaissance et les maisons à pans de bois. Dans le canton de Pouilly en Auxois, un monument du XVIe siècle, classé monument historique, le château de Chailly. Aujourd'hui transformé en hôtel prestigieux, il se juxtapose à un golfe de 80 hectares, classé parmi les 75 plus beaux golfs de France. Le château de Commarin et son parc sont ouverts au public. Ce château, classé monument historique, est situé sur la route des ducs de Bourgogne. Construit sur une base romaine datée du XIIIe siècle, Commarin va subir de profondes transformations, évoluant petit à petit du château fort à la maison d'agrément. Ses douves furent agrandies et les perspectives redessinées. Entouré de forêts, le château de Châteauneuf en Auxois a conservé l'essentiel de son aspect défensif. Le vieux bourg médiéval, classé parmi les plus beaux villages de France, était autrefois une étape pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dominant la vallée du canal de Bourgogne, la forteresse offre des points de vue imprenables. L'intérieur du château révèle de magnifiques tapisseries, tissées en laine et en soie par un atelier flamand, reprenant les épisodes de la vie de Moïse. Daté du XIVe siècle, le château de Savigny renferme plusieurs musées passionnants. À commencer par certainement une des plus belles et rares collections de prototypes de voitures de course de la marque Abarth. Le musée de la moto avec 250 modèles exposés, un musée sur l'aviation composé de 650 maquettes et de véritables avions de chasse exposés dans le parc. Nous survolons Beaune, ville au patrimoine éblouissant. Nous pouvons apercevoir l'Hôtel-Dieu avec ses toits en tuiles vernissées. Cet hospice fut fondé en 1443 par Nicolas Rodin et son épouse, alors que la famine et la peste s'abattaient sur le peuple. L'Hôtel-Dieu accueillit des patients jusqu'à 1971, date à laquelle un hôpital moderne vint le remplacer. À l'instar de l'Alsace, il est difficile de survoler la Bourgogne sans respirer l'odeur des vignes. Avec ses 97 appellations régionales, la Bourgogne est une des régions viticoles françaises la plus riche et la plus complexe.
Nous survolons le village d'Alox-Corton, avec son château privé du XVe siècle, au toit magnifiquement décoré. Le château de Corton-André est le seul château dans les grands crus de la côte de Beaune. En direction de Dijon, passons au-dessus du clos de Vougeot. Datant du XIIe siècle, ce château classé monument historique depuis 1949 est le gardien d'un domaine vinicole de plus de 50 hectares. La caverie contient 4 énormes pressoirs, dont 2 sont encore en état de marche. Capitale de la Bourgogne, Dijon a hérité d'un patrimoine architectural exceptionnel. Place royale jusqu'à la Révolution de 1789, la place de la Libération fait face à l'hôtel de ville. Cette place en hémicycle est le chef-d'œuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle. La cathédrale Saint-Bénigne a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ici, le parc de la Colombière, créé en 1672 par un élève de Lenôtre. Le château du Ténissé est une propriété privée appartenant à la même famille depuis la Révolution française. On retrouve une bâtisse moyenâgeuse de 1470 où ses machicoulis rappellent sa fonction protectrice. La partie plus moderne a été construite en 1720 par François de Cluny. Reconnu comme un des plus beaux villages de France, Flavigny-sur-Ozerets est une magnifique petite cité médiévale, cernée de remparts et remplie de ruelles bordées de maisons médiévales, pour la plupart classées monuments historiques. Terminons notre voyage au-dessus du mont Auxois. Les fouilles ont dévoilé les vestiges de l'oppidum. Une statue de Vercingétorix fut érigée sur le plateau de la bataille. Un événement déterminant pour la suite de notre histoire. La Côte d'Or résonne comme le métal le plus précieux. Éblouissante de beauté, elle s'imprime dans nos sens comme un vin généreux, subtil mélange d'histoire, de présent
et d'avenir. Le Val-de-Loire est une véritable entité touristique, à cheval sur les régions Centre, Pays de la Loire et Loire-Atlantique. Le 2 décembre 2000, l'UNESCO a inscrit le Val-de-Loire sur sa prestigieuse liste. La Loire est le fleuve le plus long de France, son cours est libre et vit encore au rythme de la nature. On n'y rencontre ni obstacles ni barrages. Cette liberté autorise la présence d'une grande variété de milieux semi-humides en voie de disparition sur la planète. Le Val-de-Loire est un lieu unique, au paysage culturel éblouissant, où la Loire coule, incessante. Concentrons-nous sur la région Centre et sur les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Commençons notre voyage aérien par le château de Cheverny. Cheverny a été édifié par Louis XIII durant son règne et construit au XVIIe siècle. Ce château est l'emblème d'une puissante lignée ayant servi la couronne. Aujourd'hui, les descendants en sont encore propriétaires. Il n'est ouvert aux visites que depuis 1922. C'est également un lieu anecdotique. En effet, il a fortement inspiré le dessinateur Hergé, créateur de Tintin, pour la création du château de Moulinsart, domaine du capitaine Haddock. Alors que beaucoup de châteaux comportent essentiellement des pièces vides, Cheverny, au contraire, abrite un nombre impressionnant de meubles et de tapisseries datant de Louis XIII à l'Empire. Découvrons Chenonceau, château de la première Renaissance, bâti au XVIe siècle, qui doit son développement à Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II. Chenonceau enjambe le Cher. Son architecture ayant été débarrassée de toute utilité défensive, était le château le plus aimé des femmes. Plus tard, Flaubert dit de cet ouvrage qu'il semblait flotter sur l'air et sur l'eau. Des peintures remarquables ornent les pièces du château, comme des tableaux de Rubens, Mignard et Nattier. La tour de guet, construite au XIIIe siècle, fait l'angle entre le jardin et le château Renaissance. Enfin, soutenu par des arches à arêtes pointues, le château se termine par les galeries de Catherine de Médicis. En route pour Azel-Rideau, profitons-en pour apercevoir deux sites remarquables, les châteaux de Montbazon et d'Artigny. L'origine de Montbazon se retrouve à l'époque gallo-romaine. Il fut construit en 991 par Foulques Néra. Ce château fut sans aucun doute le premier château fort de France. Artigny
édifié par le célèbre parfumeur Coty, est une somptueuse demeure dans l'esprit du XVIIIe siècle. Azay-le-Rideau a été édifié sous François Ier par Gilles Berthelot, banquier de son état. Construit sur une île de l'Indre, Azay-le-Rideau puise à la fois dans le style italien et traditionnel français. Gilles Berthelot était désireux de posséder une résidence à la hauteur de sa puissance. De 1518 à 1524, Philippa Berthelot, son épouse, dirigea les travaux, mais Gilles Berthelot prend la fuite, à la suite d'un scandale financier. Le château, ainsi inachevé, sera donné par François Ier à l'un de ses compagnons d'armes, Antoine Raffin. Le château Hussé, construit du XVe au XVIIIe siècle, à la lisière de la forêt de Chinon, respire le conte de fées. Il a été en effet l'inspiration première du château de la Belle au Bois dormant de Charles Perrault. Hussé surplombe l'Indre, construit à mi-coteau sur le flanc sud de la vallée. Le château a été édifié à la même époque que Chaumont. On trouve alors cette forme de quadrilatère, l'aile nord ayant été détruite au XVIIe siècle. Ces jardins à la française ont été inspirés par Lenôtre, architecte de Louis XIV. Le château de Langeais est un des plus anciens châteaux de la Loire. D'extérieur, nous sommes incontestablement devant un château fort. Mais à l'intérieur, nous pénétrons dans un univers Renaissance. Le château renferme une belle collection de meubles du XVIe siècle, des fresques de Luni et une collection prestigieuse de tapisseries pour la plupart flamandes. Il y a un véritable contraste entre la façade intérieure et extérieure du château. En effet, de l'extérieur, au vu de l'assaillant, c'est une forteresse féodale, prête à cracher huile bouillante et flèches meurtrières. L'intérieur est nettement moins austère et s'approcherait plus de la Renaissance, avec ses lucarnes aux gables ornées de crochets. Un château aux deux visages, reflétant deux univers, deux ambiances, la guerre et la cour. Dirigeons-nous maintenant vers le château de Villandry. Villandry sera achevé vers 1536. Ce sera le dernier grand château construit sur les bords de la Loire à l'époque de la Renaissance. Ici, les influences du Moyen-Âge et de l'Italie ont complètement disparu. Nous sommes pleinement dans le style classique français, aussi connu sous le nom du style Henri IV. Mais Villandry doit sans conteste sa renommée à l'ensemble exceptionnel de ses jardins en terrasse. Les contemplés du ciel donnent à l'observateur le loisir de jouir pleinement de cette géométrie végétale. Un premier niveau centré sur une grande pièce d'eau, un jardin de fleurs planté de buis et d'ifs, et un potager décoratif où diverses variétés donnent en été de surprenantes harmonies de couleurs. La pagode de Chanteloup a été édifiée sur les hauteurs d'Amboise par le ministre du roi Louis XV, à mi-chemin entre Chambord et Chinon et à 2 pas de la cité d'Amboise. Cet édifice, d'inspiration nettement chinoise, est une grande audace architecturale. Haute de 44 mètres, construite tout en pierre, ce qui explique notamment son excellente conservation. À 24 km à l'est de Tours, édifié au XVe et XVIe siècle, le château d'Amboise a été l'une des toutes premières résidences royales. Dès le Moyen Âge, Amboise était une place stratégique qui dominait l'un des rares ponts permettant de franchir la Loire. Le château domine la ville d'Amboise et impose son style à la fois gothique et Renaissance.
Le château résulte de la reconstruction fastueuse par Charles VIII d'une forteresse médiévale. Depuis sa naissance, il avait vécu à Amboise. Très attaché à sa ville, le château s'est peu à peu développé d'ouest en est. Il est difficile de parler d'Amboise sans évoquer le nom de Léonard de Vinci. En effet, c'est au Clos Lucé que l'artiste-inventeur vécut les 3 dernières années de sa vie. Aujourd'hui, les lieux se sont transformés en musées, véritable éloge à ce génie visionnaire. Cet humaniste pluridisciplinaire, à la fois artiste et inventeur, continue aujourd'hui à fasciner les hommes. Le château de Chaumont a été construit par Charles d'Amboise en 1466. Sa silhouette, qui domine la Loire, évoque plus facilement le château fort que la demeure de Plaisance. Malgré son allure médiévale, le château ne fut achevé qu'au XVIIIe siècle. Il est niché au fond d'un parc peuplé d'immenses cèdres centenaires. La façade extérieure ouest, la plus ancienne, a une forte résonance militaire. La plupart des fenêtres, aujourd'hui visibles, n'existaient pas à l'origine. Les 2 façades ont subi incontestablement l'influence de la Renaissance. Survolons la ville de Blois. Le château de la ville réunit autour d'une même cour 4 châteaux représentant 4 époques, 4 sommets de l'architecture française. L'époque gothique du XIIIe siècle, le gothique flamboyant, la Renaissance du XVIe et enfin l'architecture classique du XVIIe siècle. La cathédrale Saint-Louis, visible du bord de la Loire, fut construite au XIIe siècle, puis au XVIe siècle. Elle fut détruite par un ouragan en 1678, puis reconstruite de 1680 à 1700, sous le nom de Saint-Louis. Le pont de Blois est surélevé dans sa partie centrale, afin de faciliter le passage des bateaux. Jusqu'au XIXe siècle, la navigation sur la Loire était très importante. Dirigeons-nous vers le château de Chambord. Le château de Chambord est incontestablement le site le plus prestigieux du Val-de-Loire. François Ier a dépensé sans compter pour réaliser ce chef-d'œuvre. Le roi n'a pas hésité à dévier le cours même de la rivière. Nous sommes au XVIe siècle. Les travaux débutent en 1519 et rien aujourd'hui ne permet de l'affirmer, mais beaucoup voient dans ce chef-d'œuvre la signature géniale de Léonard de Vinci. 128 mètres de large, 440 pièces, 365 cheminées, 84 escaliers. Le château, au style Renaissance, a gardé certaines caractéristiques des châteaux forts du Moyen-Âge. En effet, il est entouré d'une enceinte dont les angles sont pourvus de tours. Son donjon carré, en pierre blanche, est agrémenté de 4 tours. Mais la comparaison s'arrête là. Les détails de l'ornementation, les terrasses et les sculptures sont inspirés de la Renaissance italienne. Terminons notre voyage au-dessus du château du Plessis-Bourret, construit par Jean Bourret, qui fut l'un des principaux conseillers du roi Louis XI. Sa pierre blanche et ses toits en ardoise grise lui donnent une allure unique et le classent parmi les plus beaux châteaux du Val-de-Loire.
Prenons la voie des airs et survolons le golfe du Morbihan. Petite mer, se dit en breton Morbihan. Long de 20 km pour 15 de large, le golfe est peu profond, à l'exception de certaines passes près du port Navalo. Une quarantaine d'îles viennent décorer ce paysage minéral et aquatique, où se croisent bateaux de plaisance et vedettes d'excursion. Nous avons ici une preuve de l'élévation du niveau de la mer. Il y a 25 000 ans, le niveau de la mer était 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. En face de la Morbaden se dresse le minuscule îlot d'Erlanik. Il abrite 2 enceintes mégalithiques de 40 menhirs, formant un double cromlech pour moitié submergé à marée haute. Pourquoi ici? Pourquoi cette disposition? Les sites mégalithiques nous offrent le spectacle mystérieux d'une civilisation passée. Face à l'îlot d'Erlanik se situe l'île de Gavrini, plus imposante, qui renferme entre ses côtes, comme un cœur qui bat, son fameux cairn. Il constitue le plus beau monument mégalithique au monde. Il cache une chambre funéraire et un couloir d'accès long de 14 mètres avec 24 piliers parfaitement décorés. Du fait de son implantation sur l'île, ce monument est l'un des mieux conservés de cette période de la préhistoire. L'île aux Moines est l'île la plus grande, la plus habitée du Golfe. Elle n'est isolée du continent que par une très courte traversée. Jadis, l'île fut offerte par un roi celte à des moines d'une abbaye de Redon. Aujourd'hui, l'île est devenue un haut lieu touristique du Golfe. Dirigeons-nous maintenant vers la ville d'Auray. Ville d'art et d'histoire, idéalement située à quelques encablures du Golfe, ville de loisirs et de culture, avec son festival de musique, son centre culturel et ses marchés d'art. Au détour des ruelles, découvrez ses maisons à colombages, son vieux port, son église du XVIIe siècle. En route pour l'Ille-et-Vilaine, prenons le temps d'admirer la chapelle de Sainte-Avoye. Elle possède un ciboire et une boîte aux saintes huiles du XVIIe siècle. Le pays d'Auray est un écrin au bord du Golfe qui renferme un patrimoine éblouissant.
Nous nous dirigeons à présent vers le nord de la Bretagne, vers le département de l'Ille-et-Vilaine. Saint-Malo, la cité corsaire, est un îlot attaché dans la rade, veillant sur l'estuaire de la Rance. Cité de caractère construite sur un promontoire de schiste et de granit, on dit d'elle qu'elle est la Venise sans doge. Elle se démarque tout au long de l'histoire par son caractère indépendant et insulaire. En effet, elle fut la première République de France en 1590. Aujourd'hui, ses remparts majestueux comme des bras de pierre arrêtent les assauts incessants de la mer et du vent. Face à Saint-Malo, la ville de Dinard a su garder un charme bien singulier. Cette superbe station balnéaire renferme de magnifiques plages, de somptueuses villas classées et des jardins féeriques où le temps semble s'être arrêté. En chemin pour le Cap Fréhel, survolons une forteresse du XIVe siècle, le fort Lalatte, construit par le seigneur de Matignon lors de la guerre de succession de Bretagne. La famille Juon des Longrets se consacre à sa restauration depuis 1931. Le Cap Fréhel, merveille de la nature, est l'un des sites les plus impressionnants de la Bretagne. Ces falaises, hautes de 70 mètres, deviennent le théâtre majestueux d'un spectacle naturel et féerique. Aujourd'hui réserve ornithologique, le tour du Cap constitue une magnifique promenade entre ciel et mer. Redescendons vers la baie de Quiberon. La presqu'île abrite de nombreux témoignages préhistoriques. Faisons une halte au-dessus d'un des plus beaux ports de la région, celui de la Trinité-sur-Mer. Le port est devenu l'un des plus importants ports de plaisance français. Il peut actuellement recevoir plus de 1200 bateaux à flot. Carnac est la ville la plus illustre en termes de sites mégalithiques. D'ailleurs, les origines de son nom viendraient du celte cairn ou carne, signifiant butte et élévation. Dans cette capitale française du mégalithisme, on y trouve tous les types de constructions. Alignements, menhirs isolés, cairns, dolmens et cromlechs. C'est au total un rassemblement de plus de 3000 pierres, mais la construction originale aurait été estimée à 10 000 menhirs. Quelle force pouvait bien animer ces hommes investis dans une telle construction ? Jusqu'au XIe siècle, Quiberon était une île. Un déboisement intensif libéra de fortes quantités de sable, formant ainsi entre l'île et le continent une flèche de sable appelée Tombolo, l'isthme actuel. Quiberon va devenir le premier port sardinier de France, avec la création des usines à sardines, attirant de nombreuses familles bigoudènes.
Le château de Quiberon, encore appelé château Turpot, est un manoir anglo-médiéval situé à la pointe sud-ouest de la presqu'île. Sa construction remonte à 1910, date à laquelle un filateur de Cholet, M. Turpot, décide de se faire construire le château de la mer. Aujourd'hui, Quiberon s'est imposé dans les domaines de la thalasso et de la gastronomie. Quittons la baie de Quiberon et dirigeons-nous vers Belle-Île en mer. Belle-Île renferme de nombreux sites remarquables, comme la pointe des Poulains, la grotte de l'Apothicairerie, le port de Sauzon ou encore la citadelle Vauban du Palais. La faune et la flore de l'île offrent un spectacle inoubliable et merveilleux. Belle-Île est partagée en 4 communes principales, le Palais, Sauzon, Bangor et Locmaria. Deuxième commune de l'île, Sauzon se caractérise par son petit port de pêche et de plaisance. Ses maisons aux façades pastel donnent à la ville un aspect tranquille et harmonieux. Sauzon est situé à la pointe nord de Belle-Île et en ferry à une vingtaine de minutes du continent. Située au nord-ouest de Belle-Île, la pointe des Poulains est très proche de la propriété qui fut jadis celle de Sarah Bernard. La pointe des Poulains est le site incontournable de l'île. L'image emblématique de la pointe est sans nul doute le phare qu'elle abrite, une tour carrée de 18 mètres de haut qui se situe à près de 40 mètres du niveau de la mer. Depuis 1999, il fonctionne à l'énergie solaire. Les tempêtes sont ici énormes et spectaculaires.
Située entre la pointe des Poulains et le port d'Onan, la grotte de l'Apothicarie accueille chaque année de nombreux touristes. Comment ne pas se sentir petit au pied de ces immenses constructions naturelles ? Le palais, capitale de l'île, accueille chaque année de nombreux visiteurs. Près du port, la citadelle Vauban domine et symbolise à elle seule la ville du palais. La citadelle, construite au XVIe siècle sur l'ordre d'Henri II, sera améliorée jusqu'au XVIIIe siècle. Terminons notre voyage au-dessus du port de la ville. Lieu d'arrivée et de départ, les ports nous ouvrent leurs bras vers des horizons aux lignes parfaites. Une invitation au voyage, accompagnée d'embruns et du mystérieux cri des mouettes.